Bonjour, je suis Ismail Cherkaoui, cofondateur de Hub Advisor, société de stratégie, de veille et d'acculturation digitale. Notre métier est d'aider les dirigeants d'entreprise à transformer leur organisation pour la rendre plus agile, customer-centric et data-driven. Pour apporter des réponses concrètes à notre communauté de dirigeants, nous interviewons tous les mois des pionniers du digital qui nous partagent sans langue de bois leurs réussites, leurs échecs et aussi les leçons qu'ils ont pu tirer. Dans nos interviews, on parle de choix technologiques, d'organisation, de transformation de la culture. Si vous êtes intéressé par des retours d'expérience concrets et pragmatiques, n'hésitez pas à suivre nos contenus. Donc, bonjour à tous. On a décidé aujourd'hui d'organiser ce webinaire puisque, comme vous l'avez pu le voir dans cette présentation, nous, on a vocation à travailler avec les DSI. Donc, le DSI est une personne qu'on a l'habitude d'accompagner, qu'on a l'habitude de rencontrer aussi. Et très souvent, on avait le cas de figure où on avait des questions sur aujourd'hui quel était le positionnement du DSI. Il y a un certain nombre de questions qui se posent. Est-ce qu'il doit être présent au CODIR? C'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus souvent. Quelle est aujourd'hui sa valeur? Est-ce que sa valeur, elle est avant tout d'accompagner? C'est une valeur business. On voit de plus en plus de DSI qui viennent du monde du business, qui n'ont pas une formation d'ingénieur informatique, par exemple, mais qui deviennent DSI pour driver une transformation? Ou est-ce qu'à l'inverse, aujourd'hui, dans un monde où les enjeux technologiques sont de plus en plus vitaux, on a besoin d'avoir un DSI qui ait vraiment cette connaissance technique, cette maîtrise, notamment sur des assets clés comme la cybersécurité, comme la data, comme l'infrastructure, avec un move to cloud qui est poussé. Et donc, par rapport à toutes ces questions, on a voulu entre guillemets, combattre les idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues en ce moment sur le marché, sur le rôle du DSI, donc qui il est, comment il doit se positionner. Et donc, plutôt que de se dire qu'on allait avancer, enfoncer potentiellement des portes ouvertes et ne pas être dans le vrai, qui de mieux que Michel Duboscail, qui a pour quotidien de rencontrer des directions générales afin de leur proposer d'engager des DSI pour pouvoir livrer un retour d'expérience. Donc, on va aborder 3 thématiques principales aujourd'hui. Premièrement, la première thématique, c'est quand on se met du point de vue des directions générales, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles recherchent? Quels sont les profils de DSI qu'elles veulent au sein de leur effectif? Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va être… Michel, tu m'entends? Alors là, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Ouais, bravo. Parfait, génial. Bon, je suis spécialiste de la tech avec des problèmes tech. Hein. Voilà, mais non, mais il n'y a pas de problème. Effectivement, tu as enlevé les petits écouteurs, je pense que c'est ça. J'ai enlevé les écouteurs, je pense que mes AirPods, elles me jouaient des tours. Oui. Ok. J'ai fini la présentation. Moi, j'ai présenté les raisons pour lesquelles on était ensemble aujourd'hui. Donc, tu as raté, tu ne m'as pas entendu. Tu n'as pas de chance, dis donc, c'était hyper intéressant. Mais j'introduisais tout simplement le webinaire d'aujourd'hui. Et je disais tout simplement que, après avoir présenté Hub Advisor et dit que nous, on avait pour mission d'accompagner les DSI, on voulait avoir le retour d'expérience concret d'un expert du métier du DSI, à savoir toi Michel, de par ton activité actuelle chez XPM, le fait qu'au quotidien, tu rencontres des directions générales pour pouvoir tout simplement leur présenter des profils de DSI et staffer des DSI, ton ancien rôle chez Gartner que je vais te laisser présenter, et puis même le fait que tu aies été DSI toi-même. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser te présenter en quelques minutes pour l'audience, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sachent aussi à qui ils ont affaire, entre guillemets. Et après, comme je disais, on va aborder 3 thématiques. Le regard des directions générales par rapport au DSI, les actions à réaliser des DSI pour être toujours bankable sur le marché. Et puis, 3e thématique, c'est en interne, une fois qu'on est DSI, comment arriver à faire briller sa DSI, comment arriver à se positionner comme étant un vrai partenaire stratégique. Au début, c'est moi qui vais driver les questions pendant une vingtaine de minutes, mais c'est un événement qui est interactif. N'hésitez pas à poser vos questions. On n'a pas de tabou. On va parler de tous les sujets aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi à vouloir prendre la parole pour ceux qui veulent intervenir. Ils me font signe dans le chat et puis je les fais intervenir directement pour dialoguer avec Michel. Voilà, je voulais donner la structure
Et je te laisse désormais te présenter, Michel. Présenter, vite fait, hein, moi j'ai fait globalement toute ma carrière dans la tech. Contrairement à toi, moi j'ai 61 ans, hein, donc je suis plutôt un dinosaure de la technologie. L'avantage de ça quand même, c'est que j'ai commencé très jeune à coder. Hein, je suis passé vraiment par les phases développement de logiciels, c'était la grande époque. Je suis ensuite passé dans des rôles plus de management, hein, management d'équipe de développeurs, hein, plutôt dans des rôles d'études et développement. Je suis passé aux infras, tout ça dans des groupes assez importants hein, dans l'industrie, plutôt des groupes américains. Donc j'ai piloté aussi des infras, des data centers, des réseaux, hein, c'était la grande époque. J'ai été DSI, hein, en DSI dans des structures un peu de toute taille, des industries de taille intermédiaire, et puis qui faisaient, disons, 700-800 millions de chiffre d'affaires, et puis aussi des très grosses boîtes, hein, comme Honeywell, sur la fin, qui faisait 80 milliards. Alors, je n'avais pas, moi, le DSI de Honeywell, hein, j'avais une BU, hein, enfin une BU qui faisait quand même autour de 10 milliards. Et puis, effectivement, je suis toujours un peu surfant sur la vague, hein, on en parlera un petit peu après. C'est quoi un DSI bankable, hein, c'est un DSI globalement qui prend plaisir et puis qui trouve du boulot, hein, quand même aussi, qui arrive à vivre de sa passion. Ça veut dire qu'il faut aussi bien voir arriver les virages, hein, les anticiper, surfer sur la vague. Et donc là, moi, je suis arrivé chez Gartner pour accompagner. Alors, il y a beaucoup de mots, accompagner, coacher, aider essentiellement des DSI, hein, plutôt dans des boîtes CAC 40, SBF 120. Quelque chose qui m'a beaucoup ouvert les chakras et qui m'a finalement tout autant appris, hein, en côtoyant énormément de DSI, que j'espère leur avoir appris moi-même. Voilà. Et puis, je suis quand même un petit peu en fin de carrière. Hein. Je ne sais pas à quel âge je vais m'arrêter, mais enfin, je suis quand même un peu en fin de carrière. Alors, ça aussi, c'est un gros avantage, hein, c'est que j'ai plus beaucoup d'ego. Hein. Moi, j'ai plus beaucoup d'ambition cachée ou d'agenda personnel. J'ai plutôt une ambition de me faire plaisir, de contribuer là où je passe. Et chez XPM, XPM, c'est un cabinet de management de transition. Donc, ce qu'on fait, c'est que nos clients sont des entreprises qui soit vivent une crise et savent pas très bien comment s'en sortir. Hein. Alors, des crises de toute nature, hein, par exemple, une attaque cyber, hein, qui les met complètement sur les rotules, et puis elles n'ont pas bien prévu que ça pouvait arriver, ce genre de choses. On en parlera peut-être un petit peu après. On peut avoir des urgences managériales. Malheureusement, ça arrive, hein, c'est pas à souhaiter, mais un DSI, par exemple, qui est passé sous l'autobus hier soir, tout d'un coup, il faut bien quelqu'un pour garder les lumières allumées. Ou beaucoup plus souvent encore, des projets de transformation. Hein, ça, c'est très important. Des projets de transformation, c'est le gros de notre activité. Là où tout d'un coup, l'entreprise, elle s'embarque dans une transfo. Alors, on va parler de transfo digitale si on veut, hein, si on est un petit peu dans l'air du temps, mais pas que. Et puis, elle s'aperçoit que globalement, il n'y a pas le savoir, il n'y a pas la compétence, et que pour une durée en tout cas déterminée, pour pousser des gros changements, il faut un apport extérieur. Voilà. Donc nous, XPM, on trouve les dirigeants, les managers, les experts, qui pour une durée déterminée vont venir s'inscrire dans l'entreprise, hein, et puis mener ces transformations, ces urgences managériales. Et moi, particulièrement, je suis en charge de tout l'écosystème, on va dire, tech. Hein. Alors, je ne suis pas tout seul, mais informatique, digital, cyber, et voilà, on mettra un petit peu tous les mots qui vont bien là-dedans. Donc voilà un petit peu qui je suis et d'où je viens. Alors n'hésitez pas à poser des questions, et puis Ismaël, je compte sur toi aussi. Ouais, t'inquiète pas, on va enchaîner, Michel, comme tu l'as bien dit. Nous, on va vraiment s'intéresser sur l'aspect transformation. Ce serait intéressant que toi, tu nous dises généralement dans tous les rendez-vous que tu as, parce que ton quotidien, toi, c'est de rencontrer des DG qui veulent faire une transformation dans leur entreprise et qui cherchent des compétences pour arriver à réaliser cette transformation-là. Est-ce que toi, tu peux nous dire, généralement, quand on parle de transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que c'est un mot qui est souvent galvaudé. Donc, transformation, toi, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la bouche des DG, quand ils te parlent de transformation, généralement, ça implique quoi? Et aussi, les profils que eux recherchent. Est-ce qu'il y a des traits qui reviennent souvent, des caractéristiques qui sont particulièrement recherchées? Et inversement, pourquoi ils se tournent vers l'extérieur au moment de cette transformation, entre guillemets, quels sont les griefs adressés
aux DSI en interne qui, pour eux, ne sont pas, pour les DG, pardon, ne sont pas forcément en mesure de réaliser cette transformation. Alors, c'est une question qui est très intéressante, hein, et en tout cas, tous ceux qui sont DSI ou prétendent être DSI devraient se poser. Hein. C'est pas tant ce que nous, en tant que DSI, on souhaite faire ou qu'on imagine pouvoir faire pour une entreprise, qu'en réalité, ce que la direction générale ou l'entreprise, elle, souhaite recruter. Alors, ta question au début, c'était qu'est-ce qui a changé dans les 10 dernières années? Moi, je veux dire ce qui n'a pas changé dans les 10 dernières années déjà. Ça, pour tout le monde, c'est important de bien comprendre parce que c'est vraiment une invariante. Et pratiquement, c'est une grille de lecture. Si vous passez tous demain un entretien avec un cabinet de recrutement ou une entreprise pour devenir DSI, posez-vous bien cette question sur finalement ce que cherche l'entreprise. Un job de DSI, c'est toujours un CDD. D'accord ? C'est un job à mission. Même si en fait, vous venez pour y faire carrière et pensez peut-être y rester 10 ou 20 ans, en réalité, vous arrivez pour une mission. Donc il faut bien comprendre le problème qu'a l'entreprise actuellement et finalement pourquoi l'entreprise peut vous considérer et ce qu'elle cherche. D'accord ? DSI, ça veut tout dire et ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Hein. On va s'intéresser au D. D, ça veut dire quand même direction. Donc normalement, on ne devrait pas se poser toutes ces questions de savoir si le DSI il est au COMEX, s'il rapporte à la direction générale, s'il est là pour transformer l'entreprise, ou en tout cas aider l'entreprise à transformer. Un DSI est un directeur, le directeur devrait naturellement se trouver autour de la table et de s'occuper de ce genre de sujet. Bon. Puis dans DSI, il y a aussi S, il y a I. Alors on va s'intéresser au I. Le I, il est très confusant. Hein. Tout le monde pense que ça veut dire information. En réalité, dans la plupart des entreprises, ça veut dire informatique. Ça veut dire celui qui s'occupe finalement de la techno et des opérations de la techno et qui s'assure que ces technos, un, elles fonctionnent, deux, elles ne coûtent pas trop cher. Voilà. Et puis le S, c'est effectivement un peu dans le milieu, celui qui mène les projets de transformation, celui qui sait intégrer par exemple un nouveau logiciel. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a une vue d'architecte en réalité. Hein. Et le propre d'un dirigeant de système d'information, appelons-le comme ça quand même, c'est qu'il y a énormément de changements dans ces trois piles. On pourrait comparer ça à un directeur financier, un DAF, on pourrait comparer ça à un DRH. Est-ce que vous pensez que tous ces directeurs qui sont au COMEX se posent le même genre de questions que nous, DSI, qui en permanence nous demandons finalement quelle est notre place et quel est notre rôle dans l'entreprise? Pas du tout. Ces rôles sont régaliens, ils sont au COMEX et ça ne bouge pas beaucoup. Alors pourquoi le DSI, une fois sur deux, il n'est pas au COMEX? On en parlera après. Et pourquoi on se pose toutes ces questions? C'est parce qu'il y a un rythme de changement, effectivement, dans les technos qui est très important, qui bouscule en permanence les architectures, qui bouscule l'intégration des applications, et qui crée des perturbations dans la production informatique et dans l'exploitation des systèmes. Donc quand vous arrivez dans un entretien, et que cherchent les entreprises, il faut bien comprendre. Certaines entreprises vont vous dire qu'elles cherchent un DSI, et en réalité, elles ont des gros problèmes de qualité de service. D'accord ? Et la mission, ça va être ça. Ça va être de faire en sorte que tous les matins, les applications ne soient pas plantées. Ça va être en sorte que les brèches de sécurité se ferment. Ça va être en sorte que le coût, probablement, de l'informatique diminue. Et même si on vous dit que c'est un job de DSI, en réalité, le cœur de l'activité va être autour du I de l'informatique et finalement de l'exploitation des opérations informatiques. D'accord ? Et on voit beaucoup encore de jobs comme ça, qui sont quand même intitulés DSI. D'accord ? Si on monte sur le S, vous allez trouver des entreprises qui ont des problèmes, qui ont par exemple décidé de basculer leur SAP dans le cloud, en tout cas en mode hybride. Et surprise, ça ne marche pas bien. Ça planque, les applications ne sont pas dispo. Enfin, il y a des vrais problèmes d'intégration de nouvelles applications. Il y a des vrais problèmes en réalité d'architecture et de conduite de projet, de direction de projet. Et on va aussi appeler ça un DSI, mais en réalité, le cœur de l'activité, au final, ça va surtout être d'être un bon architecte, de savoir placer le curseur et naviguer dans l'écosystème avec les fournisseurs, et ensuite de réussir l'exécution de cette architecture. Ça, c'est un vrai sujet. On pourra aussi en reparler un petit peu après. On a l'impression que le monde un peu de l'informatique et du digital est en mouvement permanent. Que tout le temps, il y a des changements, tout le temps, il y a des nouveautés. Bon. Mais qui organise un petit peu ce buzz autour du changement? Ce ne sont pas les entreprises, ce ne sont pas les entreprises utilisatrices, ce sont les fournisseurs.
C'est le marketing des fournisseurs, c'est le marketing des éditeurs, des constructeurs, des intégrateurs, c'est le marketing de l'écosystème digital informatique qui en permanence agite un petit peu la notion de changement. Mais en réalité, il n'y a pas, le changement ne va pas si vite que ça dans les entreprises. Un changement important d'une entreprise, on pourra aussi parler de ça, migrer dans le cloud, d'accord, qui est en réalité tout sauf du digital. En tout cas, chez Gartner, on en parlait il y a 10 ans. Bon, aujourd'hui, c'est devenu mainstream, effectivement. Beaucoup d'entreprises ont migré ou sont en train de migrer certaines applications dans le cloud, mais on voit bien que l'adoption, la vitesse d'adoption, ça a été 10 ans, comme ça a été 10 ans il y a 20 ans pour adopter des ERP, des logiciels et arrêter de les développer à la maison, voilà, et etc., etc. Bon. Le D du DSI, heureusement, on voit quand même passer ça, et tous les DSI, en fait, ne rêvent que de ça, et après, on parlera des gens, c'est de faire de la transformation, c'est d'être autour de la table des dirigeants et d'essayer de voir, d'expliquer comment la techno, alors toutes les technos finalement aujourd'hui qui sont sur la table, elles sont nombreuses, peuvent permettre à l'entreprise de se transformer. La question étant de se transformer pour quoi faire. Bon. Et ça, souvent aussi, quand on discute avec une direction générale, et ce que je veux dire n'est pas très gentil pour mes camarades de la direction générale, ce qu'ils veulent transformer n'est pas si simple que ça. C'est le début de la conversation. Et puis quand on descend un peu et qu'on les écoute bien, assez vite on arrive sur des problèmes en réalité d'exécution d'une stratégie ou d'architecture de système d'information ou de qualité de service, et on descend à la cave. Et après, on se retrouve avec des DSI, oui, qui ne sont pas au COMEX, qui ne rapportent pas à la direction générale, qui ne sont pas véritablement partie prenante dans la transformation de l'entreprise, mais qui font très bien leur boulot d'architecte et de directeur de l'usine informatique. Donc ça n'a pas changé. Moi, je vous garantis, il y a 10 ans, il y a 20 ans, alors on ne parlait pas de digital, et après je ferai une parenthèse là-dessus, mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, y compris dans les cabinets de chasse, les cabinets de recrutement, moi j'en fréquente beaucoup encore, je ne vous donnerai pas les noms. Et moi, j'ai des recruteurs dans les cabinets de recrutement, des chasseurs de mon niveau, qui me disent, mon pauvre Michel, c'est vraiment à pleurer. C'est-à-dire finalement, aujourd'hui, les fiches de poste que nous passent les DRH ou les directions générales de grandes entreprises sont pratiquement les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans. Voilà, on a collé le mot digital à gauche, à droite, mais on est quand même globalement un petit peu dans la même chose. Donc, ce que je vous dis est un peu un tue-l'amour. Après, je vais peut-être essayer de vous exciter un petit peu plus et de revenir à des choses un peu plus sexy. Mais il y a quand même un gros décalage aujourd'hui entre l'attente des entreprises, ce qu'énoncent les directions générales, et un petit peu le buzz aujourd'hui de tout cet écosystème tech qui est essentiellement orchestré quand même par les fournisseurs, par les éditeurs. Voilà. Je m'arrête, je parle beaucoup, Ismaël. Tu peux. Non, mais c'est parfait, c'est hyper clair et j'aime beaucoup. Et puis moi, ça m'inspire. Et puis n'hésitez pas dans les questions. J'entends donc ce que tu me dis, c'est que et j'adore la façon dont tu présentes les choses, à savoir DSI à 3 lettres. Et selon le mandat qui est confié par la direction générale, il y a une des 3 lettres qui aura une importance plus importante que l'autre. Donc, tu as parlé du D de direction, du S de système, donc on pourrait dire architecture, et puis de I qui n'est pas information selon toi, mais qui est plutôt informatique. Et toi, tu me dis qu'en résumé, ce que recherchent principalement les directions générales, c'est le S et le I, de temps en temps le D, mais c'est rare. Et je voulais te demander si aujourd'hui, les DSI que tu croisais, parce que tu croises beaucoup de directions générales, mais tu croises beaucoup de DSI, est-ce qu'ils ont conscience de ça et est-ce que eux-mêmes, ils se disent, tiens, mon job, c'est ces 3 lettres-là, c'est ces 3 missions, si on est un petit peu caricatural, et ils se disent, moi, je vais m'affirmer, moi, ma force, c'est le S, c'est l'architecture, ou ma force, c'est la direction, ou ma force, c'est le I. Est-ce qu'il y a cette conscience, cette awareness du fait que il y a différents types de DSI? Est-ce que toi, tu vois des DSI avec des profils différents qui ont affirmé cette différence-là aussi dans leur parcours? Alors ça aussi, c'est une excellente question. Et c'est vraiment une question en grande honnêteté que chacun devrait se poser. Voilà, c'est important de se lever le matin, de se regarder dans la glace et de se dire finalement mes points forts, ce que je sais faire, puisque j'aime faire, c'est quoi?
Est-ce que c'est vraiment de la stratégie, du relationnel, de la politique, un peu? Ou est-ce que ce que j'aime faire, c'est de la tech, hein, ou c'est de la direction de projet? Ça, c'est très important. Il y a plusieurs types de personnes, hein. Moi, je vois aujourd'hui, évidemment, en management de transition, passer beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas dans la durée dans l'entreprise. Ce qu'ils veulent faire, ce sont des missions. Alors, on a un petit peu alors c'est pas une blague, mais ce petit mot entre nous. Nous, on voit passer des managers en transition. Ça, c'est le manager qui a perdu son job, le DSI qui a perdu son job, hein, bon, et puis qui en cherche un autre. Alors bon, il nous dit qu'il est prêt pour une aventure et devenir un manager de transition et devenir un peu un mercenaire et aller faire des missions à gauche à droite. Mais dans la réalité, ce qu'il recherche, c'est s'inscrire dans la durée, hein, dans l'entreprise. Est-ce que tu es toujours là, Ismaël? Oui, on t'entend. Désolé, je vois que la caméra, elle yoyote, hein. Donc ça, c'est important. Et puis, on va passer de plus en plus, hein, ça, beaucoup de DSI aujourd'hui qui ont été échaudés, hein, en entreprise, déçus, on va dire ça comme ça. Alors, parfois, c'est de leur fait, hein. Ils se sont mépris, ils se sont égarés en pensant qu'ils prenaient un job qui avait un certain contenu, ils en ont découvert un autre, ou ils se sont frottés à des choses pour lesquelles ils n'étaient pas du tout faits. Par exemple, le D du DSI, auquel j'ai amorcé un peu le sujet, il y a de la politique. Ouais, il y a de la politique. On est dans un rôle autour d'une table où il faut convaincre les gens, il faut se construire des alliés, il faut se construire des amis. Il n'y a pas un chef qui décide, qui dit que tu as raison, que tu as tort, et tout ça, voilà, et on n'est pas à l'aise à faire ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils veulent plus, c'est vivre ça. Hein, ils veulent plus vivre ces arcanes des organisations et préfèrent venir sur des missions, là où c'est clair, hein, parce qu'une mission de transition, ça coûte quand même assez cher à l'entreprise. Et nous, cabinet de transition, en tout cas, on s'assure que les missions sont bien qualifiées dans le sens où on sait quels sont les objectifs à atteindre. Et la personne vient, et elle fait le job, et elle atteint les objectifs, elle les livre et elle s'en va. Ça c'est en tout cas une grande tendance, hein, de fond aujourd'hui. Hein, je crois que la presse appelle ça la démission tranquille. Hein, c'est les gens qui soit sont en entreprise mais sont plus engagés, sont plus impliqués, ils font le job et basta. Et ceux qui ne veulent pas faire ça, même quittent, et viennent plutôt vers des jobs à mission, où on fait le DSI pendant 6 mois, 1 an avec un problème à régler, et quand c'est fini, c'est clair, on s'en va. Voilà. Ça, on voit beaucoup ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est si on pense que, par exemple, on va entrer dans une entreprise, hein, avec surtout un rôle de DSI avec le S, finalement d'architecte, et qu'ayant prouvé sa valeur et gagné ses galons, à un moment donné, on va accéder au COMEX et prendre le D du DSI, hein, et de rapporter la direction générale. Je vais un peu tuer l'amour encore, ça n'arrive presque jamais. C'est-à-dire qu'au moment où la direction générale va se dire, bon, voilà, maintenant ça marche, effectivement, le gars, il a fait le boulot, ou la fille, elle a fait le boulot, le système, il est stable, ça fonctionne, nos applications, elles sont là, le coût, il est raisonnable. Maintenant, il faut vraiment qu'on passe à une transformation dite digitale, par exemple. La plupart du temps, ils vont considérer que la personne en poste n'est pas adaptée. Et la plupart du temps, ils vont aller chercher une autre personne pour faire ce genre de choses. Et c'est là où essentiellement, effectivement, le digital arrive. Hein. Ta question de ce qui a changé vraiment dans les 10 ans, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que l'IT, à la base, c'est fait pour améliorer la productivité des entreprises. Voilà. Et donc, le point d'entrée, ce sont les process métiers. Donc, ça s'adresse à des métiers qui sont suffisamment matures pour décrire la façon dont ils travaillent et décrire leurs process. Et c'est ça le point d'entrée essentiellement. Voilà. Le digital, le point d'entrée, c'est pas du tout ça. Le digital, c'est l'expérience client ou l'expérience utilisateur. Et donc, on est sur un usage qui est très différent. Une fois qu'on a dit ça, ça paraît simple. Tout le monde va se dire, ouais, ok. Et derrière, ça change tout parce que c'est pas les mêmes profils de gens. C'est bien sûr pas les mêmes technos, c'est pas les mêmes fournisseurs. Et puis, c'est pas que les technos, hein, c'est aussi des modes opératoires. Tout le monde parle de l'agile. Évidemment, les gens qui ont inventé un peu ça, essentiellement les GAFAM, hein, parce qu'à nouveau, ça vient de l'écosystème des fournisseurs, ils ont aussi inventé des modes opératoires. Et donc, on peut, hein, quand on est à l'IT, et l'IT le fait, hein, de plus en plus se met à l'agile, développe, crée des postes de product owners, se met à la méthodologie Scrum, et c'est très bien. Il faut absolument continuer à faire ça. Et donc, on voit une certaine porosité entre l'IT traditionnel et le digital maintenant. Mais une direction générale qui se dit, bon, c'est quoi le digital?
c'est quelque chose qui doit nous aider vraiment à gagner de l'argent. C'est vraiment connecté au PNL. On va vraiment proposer une expérience client, un service, un produit qui ne pourrait pas exister sans la technologie. Donc on est vraiment dans une dimension métier. On va se transformer, ou en tout cas on va ajouter à notre offre quelque chose d'extrêmement rentable. Quand une direction en est là, généralement, elle va chercher un profil qui n'est pas un DSI classique. J'ai écouté votre excellent intervenant la dernière fois, je crois que c'était la dernière fois, le monsieur de Best Western qui était DSI et qui est devenu DG de Best Western. C'est fabuleux, hein. Moi j'ai écouté ça, j'ai bu ses paroles, c'était vraiment fabuleux. Quand on a ce talent véritablement de créer des nouveaux produits, des nouveaux services, une vraie vision à transformer l'entreprise, ce qui est rare, c'est simple, on arrête d'être DSI, hein, et on devient DG de l'entreprise. Donc ça, faut bien comprendre. Et le digital a vraiment catalysé ce genre de réflexion dans l'entreprise, hein. Il y a une dimension techno, il y a une dimension mode opératoire, bon, tout ça, ça nous intéresse. Mais dans le mindset, vraiment, dans les cultures de l'entreprise et de la direction générale, quand on va vraiment parler de transformation de l'entreprise, pas la transformation du système d'information, hein, les DSI souvent confondent ça. Oui, passer dans le cloud en mode SaaS, c'est une transformation de l'architecture du système, hein, et évidemment. S'occuper de cybersécurité, mettre en place un SOC, des choses comme ça, bien sûr, c'est très important. C'est très, très important, et les DSI s'occupent de ça. Mais ça, c'est pas une transformation de l'entreprise. Ça, c'est une transformation du système d'information. Michel, c'est hyper clair. J'en profite. Sophie. Je sais pas, j'ai l'impression de faire un grand monologue, hein, mais Non, t'inquiète pas. un peu humour. Non, mais tu fais bien parce que en fait, tu arrives à formaliser des idées de très bonne manière. Sophie, et tous d'ailleurs, les questions, il y a comment dirais-je, il y a une trame dans l'échange. Par contre, promis, on posera la question à Michel, l'excellente question que vous avez posée, Sophie. À la fin, il y aura un onglet questions. Il y a encore 2-3 questions que je voudrais aborder avec Michel, et après, on traitera toutes les questions. Michel, on pourrait parler des heures, parce que là, tu as parlé d'un vrai sujet. Moi, j'avais une question qui n'était pas à l'ordre du jour, mais ça me fait réagir. On voit de plus en plus le poste CIO and CDO, Chief Information Officer and Chief Digital Officer. Ce que tu me dis, c'est que dans la tête des directions générales, en résumé, dans leur esprit, il y a quand même une vraie différence entre le Chief Digital Officer et le Chief Information Officer. Et même toi, finalement, quelque part, ce n'est pas le même métier. Est-ce que tu crois, toi, à cette double casquette, ou est-ce que toi, tu penses que même si quelqu'un a cette double casquette, il doit vraiment se focus et se positionner sur une activité par rapport à l'autre et avoir un bras droit ou un appui qui va lui s'occuper de l'autre sujet. Quelle est ta vision de ça? Puisque c'est vrai que toi, tu fais vraiment la distinction entre l'IT, entre guillemets, traditionnel et le digital. Alors ça aussi, c'est une excellente question, et 2023 va être un grand accélérateur de tout ça, avec le ralentissement économique malheureusement qui arrive, hein, quand même. Bon. Alors on l'a un petit peu évoqué, hein, l'informatique traditionnelle et le digital se sont développés globalement en parallèle un peu partout. Les usages ne sont pas les mêmes, les technos n'étaient pas les mêmes, humainement, culturellement, les gens qui travaillaient dans l'un dans l'autre étaient souvent pas les mêmes, etc., etc. Et très honnêtement, je pense que les directions générales, en tout cas, il y a encore 10 ans, voire même 5 ans, elle ne comprenait rien à ça. Elle ne comprenait rien du tout à ça. Le digital, il est surtout arrivé par le marketing, hein, qui a développé du web 1.0, puis 2.0, puis là, on arrive au 3.0. Bon, tout ça, ça s'est développé un peu comme ça. Il n'y a guère que des boîtes comme Gartner qui, il y a déjà 7-8 ans, disaient bon, aujourd'hui, ça se développe en parallèle, et puis à un moment donné, il faudra bien que tout ça, ça se recoupe. Et le recoupement, pour faire bref, il a démarré. Alors, il a démarré pour 2 raisons. Naturellement, sans que les directions générales s'en mêlent. Il a démarré parce que, je vous l'ai déjà dit, l'informatique traditionnelle s'est intéressée à l'agile. C'est-à-dire qu'à force qu'on leur dise qu'on ne comprend quand même pas comment vous, à l'informatique, vous êtes toujours aussi lent, aussi lourd, aussi cher, alors qu'à côté, le digital, l'agile, voilà, ça cavale, on fait des sprints, machin truc. Et donc l'informatique traditionnelle s'est quand même intéressée à ça et a commencé à s'approprier finalement des modes opératoires, hein, jusqu'à un certain point. On peut parler du DevOps par exemple.
sur leur périmètre. Et puis, côté digital, il y a quand même un gros problème, hein, et ça, vous me direz aussi où est-ce que vous le situez, c'est la data. Voilà, alors ça, l'écosystème s'agite autour du nombril, là, à mort autour de la data, hein. Est-ce que la data, c'est un sous-ensemble du digital? Est-ce que c'est un truc à part? C'est ni digital ni informatique? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, il y a quand même un petit sujet, c'est que 90% des datas de l'entreprise, elles sont quand même enfermées dans des applications. Les applications, c'est l'IT qui les gère. Donc, si les gens du digital veulent pouvoir utiliser les données qui existent et qui sont plutôt dans les bases de données, qu'elles soient cloud ou pas cloud d'ailleurs, hein, il faut quand même bien aller discuter avec les gens de l'IT. Donc, ce rapprochement, il a commencé. Ça, c'est sûr. Et ça a quand même donné aux directions générales un signal, c'est qu'il y avait quand même des recouvrements, il y avait des synergies. Et puis, quand ils ont commencé à faire un peu le tiroir caisse aussi, l'addition de ce que tout ça coûtait, ils se sont dit, il y a quand même certainement quelque chose à faire, il y a certainement en tout cas, au moins un peu de cohésion et de cohérence à mettre dans tout ça. Et je vous disais 2023, ça va s'accélérer beaucoup, parce qu'à la fois, il y a la volonté des directions générales de ne pas ralentir les investissements digitaux et informatiques. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Ils ont bien compris que c'était quand même un vrai investissement qui pouvait rapporter gros. Donc, on ne freine pas ces investissements-là. Par contre, je pense qu'on revient quand même à des basiques un peu plus solides, par exemple de calcul de ROI, de business case, pour savoir ce que tout ça rapporte par rapport à ce que ça coûte, hein. Et quand même bien malin ceux qui pourraient même me donner un ROI post-implémentation des projets d'ailleurs digitaux et IT de ces dernières années, hein. On voit beaucoup de gens qui parlent de leur projet avant que ça démarre, ils en parlent beaucoup pendant le projet, puis en fin de projet, on n'a jamais très bien quand même le retour sur investissement de ce que ça a vraiment craché pour l'entreprise, hein. Soyons clairs. Alors ta question, hein, je fais toujours des longues introductions. Donc oui, on voit ça. Aujourd'hui, des boîtes de toute taille qui rapprochent digital et IT. Voilà. Très honnêtement, quand c'est déclenché par la direction générale, c'est plutôt, pour le peu qu'il soit bien câblé, le gars du digital qui absorbe l'IT. Pourquoi? Parce que si vraiment on veut une transformation métier, une transformation digitale, on va prendre plutôt celui qui a la connaissance des métiers et du digital pour prendre la main de tout ça. Et la personne qui prend souvent la main là-dessus, elle comprend bien que l'informatique traditionnelle, c'est quand même très important, qu'il va falloir s'entourer. Mais soyons clairs, hein, on ne l'appelle pas forcément comme ça. Le DSI, le CIO, il devient un peu le CTO. Hein, il devient plus CTO que CIO. Et il devient un peu le bras droit, l'adjoint, l'âme damnée du CDO qui, lui, devient en charge de l'utilisation et de la transformation à base de technologie. Alors, je prends quelques raccourcis, les puristes me pardonneront. Il y a certainement des exceptions à ce que je dis, mais la grande tendance, quand même, c'est plutôt ça. D'où encore le besoin de lucidité pour un DSI, pour un CIO, de savoir ce qu'il aime faire, ce qu'il est capable de faire. Et si vraiment à un moment donné, il veut être le Chief Technology Officer de l'entreprise, hein, ou COMEX et en charge de la transfo, il faut très vite qu'il bifurque vers les métiers, vers le digital et qu'il sorte de sa zone de confort. Ah non, c'est intéressant. Et moi, je fais une petite parenthèse. On le voit de plus en plus de gens qui… j'étais en call avec quelqu'un cette semaine et je lui ai dit, oui, vous en tant que CIO, et il me dit, non, je ne suis pas CIO, je suis CDO, Chief Digital Officer. Et il faisait vraiment la grande différence. Et j'ai l'impression que même d'un point de vue carrière, certains qui sont des DSI, maintenant sur LinkedIn, ils se sont mis Chief Digital Officer. Tu les vois beaucoup faire des MBA dans des écoles de commerce et parler business, reposter business, etc. Et voilà, ils veulent s'affirmer comme étant des personnes du digital et pas du tout comme des personnes de l'IT. Ils font vraiment la différence. Et j'ai le sentiment que si tu veux aller vers le D, quelque part, il faut se connaître. Et la grande leçon de l'échange d'aujourd'hui, c'est se dire qu'est-ce que j'aime faire déjà et comment moi je me positionne sur le marché auprès des directions générales. Ça, c'est une petite parenthèse. On doit avancer rapidement, Michel. Le temps passe vite. Je vais parler pas à l'expert, je vais vraiment parler au commercial. Parce que tu es aussi un commercial, il faut le dire. Ton objectif, c'est de staffer, des missions et de staffer des DSI. Est-ce que tu peux nous décrire, toi, quand tu reçois une ou un DSI, quand est-ce que tu te dis, ah ouais, alors lui, en quelques semaines, il va trouver du boulot parce que c'est le profil qui est hyper recherché. Versus, quand est-ce que tu dis, il ou elle,
Là, je pense qu'elle est partie pour une partie. Il ou elle est parti pour une petite traversée du désert. Bah écoute, en ligne avec ce qu'on vient de se dire, hein, la bonne nouvelle, c'est on est quand même dans un secteur, une activité qui est très porteuse. C'est toujours là, Ouais, je suis là. ok. Donc il y a du boulot pour tout le monde. Voilà. Moi, je vous garantis aujourd'hui que quelqu'un qui traîne globalement au chômage alors qu'il a un parcours globalement, alors appelez-le comme vous voulez, système d'information, tech, etc. Quelqu'un qui traîne à rien faire pendant très longtemps, moi, c'est ce que je leur dis toujours, c'est que votre offre, elle est pas câblée, elle ne correspond pas au marché. D'accord? Euh, donc le sujet, c'est toujours un peu de savoir ce qu'on cherche. Hein, si tu m'entends plus, il faut me le dire parce que Si, on ma t'entend caméra. parfaitement, Michel. On t'entend, t'inquiète pas. Attends, je suis désolé, c'est vraiment ma caméra qui bug. Non, ta caméra, on Euh, ne voit pas de toute façon. Donc, t'inquiète pas avec la caméra. D'accord. Là où je me dis ça va être compliqué pour cette personne, si tu veux, c'est quand elle me tient, tu vois, par exemple, exactement ce que tu viens de décrire. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière à piloter, par exemple, des infrastructures, à déployer SAP, et c'est très bien. On en a encore besoin. Hein. Qui tout d'un coup te dit, alors moi, non, moi je suis Chief Digital Officer, moi tout d'un coup, moi je cherche un poste où je vais accéder au comité de direction, et je vais aider l'entreprise à se transformer. Je mets maintenant tout mon cœur, tout mon savoir à faire ce genre de choses. Bon. Ben ça, c'est un profil missionnaire, un profil quasi religieux qui va pas trouver de boulot. Il faut savoir ce pourquoi on est fait dans la vie, il faut savoir ce sur quoi on est bon, ce qu'on a déjà fait hein, dans l'entreprise. Euh, Rarement, pour pas dire jamais, une entreprise ne va vous donner à faire quelque chose que vous n'avez pas déjà fait. Voilà. Sauf peut-être l'entreprise dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Que si on vous connaît depuis 5 ans, 10 ans, qu'on connaît vos valeurs personnelles, votre force de travail, votre capacité d'adaptation, etc., peut-être l'entreprise prendra le risque de vous confier une transformation digitale alors que vous venez de la DSI. C'est possible. Jamais une entreprise ne vous confiera une transformation digitale si votre parcours il est dans l'informatique traditionnelle. D'accord. Donc la personne qui est en difficulté, c'est celle qui ne se connaît pas. Hein. Je vois des gens aussi qui ont été par exemple patrons de prod informatique, éventuellement parfois avec un titre de DSI adjoint, mais quand on ouvre le CV, on voit bien que c'était vraiment faire tourner la prod, l'exploitation, etc. Et c'est très bien, il en faut, on en a besoin. Moi j'ai plein de postes comme ça, de missions à pourvoir pour des responsables d'exploitation, d'opération, hein, si on met un mot un peu plus pompeux. Voilà, mais le gars me dit, bah moi j'ai fait ça pendant 20 ans, bon, maintenant je suis un peu sur le carreau, donc j'en profite, maintenant je vais faire le DSI. Bah ouais, mais t'as jamais été DSI. Quelle boîte qui te connaît pas va te prendre pour être DSI alors qu'en fait ton parcours il est dans les opérations et dans l'exploitation. Hein. Donc les gens qui sont sur le carreau sont les gens qui font une très mauvaise analyse et je les conseille vraiment de se prendre un coach, un ami qui leur veut du bien. Pour mettre le doigt sur ce que sont leurs points forts et les points forts sur lesquels il faut qu'ils capitalisent. Et certainement pas d'aller chercher des choses qu'ils ont envie de faire, mais pour lesquelles le marché ne les attend pas. Très bien. Moi, j'ai une dernière question. Après, on va passer au. Non, tu sais quoi? Il est 11h47. On va passer aux questions. Et si on a Allez. encore du temps, je les poserai. On va commencer par la question de Sophie qui nous dit j'aimerais bien avoir plus d'éléments sur ce désalignement entre les attentes du COMEX et les transfos incessantes des fournisseurs, car les transformations opérées aujourd'hui sont très en lien avec le time to market, donc objectif métier. Bah, oui, le time to market, alors ça dépend de quoi on parle. Hein. Il y a effectivement, l'entreprise a effectivement des besoins qui nécessitent d'aller très vite et puis de tester sur le marché avec les clients si une offre fonctionne ou pas. Et là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein. Voilà, alors après, bah, faut-il par exemple nécessairement mettre en place de la blockchain pour faire ça? Bah, pas forcément. Hein. Alors si vous vous adressez aux fournisseurs, ils vont vous dire que oui, ils vont même vous trouver des exemples d'usage, hein, d'utilisation. Alors, j'ai rien contre la blockchain, hein. Il y a des endroits, enfin il y a des besoins où c'est tout à fait utile. Mais une stratégie, effectivement, sous-entend que vous ayez une bonne connaissance de l'écosystème, des technos, des possibilités, hein, et que tout ça soit vraiment aligné sur le vrai besoin de l'entreprise. Trop souvent, et presque toujours d'ailleurs, hein, les fournisseurs, l'écosystème, en fait, essayent de faire la stratégie ou l'architecture du système d'information de l'entreprise.
Ouais, à Voilà. votre place, ouais. Moi, À excuse-moi, votre place. Michel, je rebondis dessus. C'est des grands groupes français qui ont laissé les cabinets de conseil driver complètement leur transformation digitale et limite, ils en ont plus le contrôle. Et c'est Oui, vrai que c'est un vrai problème. c'est évident. Alors, l'avantage des gens un petit peu de mon âge, c'est qu'ils ont connu, par exemple, la grande époque IBM, hein, au début des années 80, où une fois qu'IBM avait mis les pieds chez eux, qu'ils avaient vendu l'ordinateur, parce qu'ils vendaient des ordinateurs, ils ne vendaient pas d'applications, bah, ils avaient la main complète sur votre système d'information. C'est que derrière, même, ils formaient même les développeurs, les programmeurs. Comme il n'y en avait pas suffisamment, il y avait une école IBM donc, vous preniez dans votre entreprise des comptables, des commerciaux, des gens qui étaient à peu près câblés, qui savaient conceptualiser, on imaginait qu'ils pouvaient devenir programmeurs, et IBM les formait. Donc une fois que vous aviez l'ordinateur, les gens formés dans vos écoles, et le commercial qui était bien connecté dans l'entreprise, bah, IBM faisait la stratégie du système d'information, et ça a duré pendant 20 ans. Il n'y a pas qu'IBM, hein. J'ai rien contre IBM. Si vous mettez les doigts dans SAP, c'est pareil, hein. Ouais, je comprends Voilà. complètement. Merci. Moi, en attendant d'autres questions, j'avais une question. On n'a pas parlé de soft skills. T'as vu? Ouais. Depuis le départ, alors que bon, je pense que c'est pas qu'un effet de mode. De plus en plus, on va vers le soft skills. Toi, est-ce que c'est quelque chose auquel tu attaches de l'importance? Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Est-ce que les DG t'en parlent aussi? Oui, bah ça, enfin, c'est primordial, hein. Le savoir-faire et le savoir-être. Voilà, ce que tu appelles les soft skills, le savoir-être. Voilà. Alors moi, plus particulièrement en management de transition, même dans des jobs relativement techniques, hein, même quand on cherche, non pas dans le D, mais dans le I, quelqu'un qui va vraiment s'occuper de l'usine informatique et des opérations, de toute façon, un manager de transition, il va falloir très vite qu'il s'adapte, qu'il noue des contacts avec les gens, qu'il comprenne ce qui peut changer, pas changer, ce qui est important, etc. Donc ce savoir-être et ces soft skills sont absolument primordiaux. Et plus on va monter dans les couches, et pour le coup, quand on arrive vraiment dans le D, là où on attend vraiment une direction, un directeur, quelqu'un qui fixe un cap, une stratégie, anime des équipes, donne du sens, etc., plus ce savoir-être même va devenir plus important encore que le savoir-faire. Voilà. On voit bien dans les entretiens, moi j'en fais passer tous les jours, hein, entre des candidats, alors DSI ou managers IT avec des entreprises. Bon, bah, une fois que de toute façon le CV est passé, c'est-à-dire que la boîte sur papier, elle dit bah oui, le gars il colle, l'expérience ça colle, la formation ça colle, il parle anglais, ok, il parle anglais. Après, on va à l'entretien, hein, et in fine, bah, à la fin, ça se décide comment? Que sur les soft skills. C'est-à-dire que la personne, elle écoute, hein, et elle se dit, est-ce que je m'imagine travailler avec ce gars-là ou avec cette fille-là? Voilà. Est-ce que quand on va avoir des difficultés, des crises, des problèmes, elle saura s'adapter, cette personne? Et donc les soft skills sont absolument vitaux. Si vous avez un savoir-faire sans savoir-être, ça va être compliqué. Je comprends. Dans les dernières minutes aussi de l'échange, bah, il y en a beaucoup qui travaillent bah, pour faire ce qui leur plaît, etc. Bah, il y en a beaucoup aussi qui travaillent pour l'argent, et c'est une question qui revient souvent. Ouais. Premièrement, entre le D, le S et le I, ce que tu as défini, est-ce que il y a des différences de salaire? Typiquement, est-ce que la personne qui va s'occuper de l'informatique, elle va être moins bien payée que la personne qui s'occupe de la transformation? Et en quelques fourchettes, tu peux nous dire, bah, aujourd'hui, un DSI, j'ai n'importe quoi, 10-15 ans d'expérience, à quoi il peut prétendre? Bon, alors ça, c'est très variable, hein. C'est très variable en fonction de la taille de l'entreprise. Bien Selon sûr, qu'on bien parle sûr. d'une startup, une boîte du CAC 40, ça va changer beaucoup. On va démarrer avec, on va dire, un salaire brut annuel, on va démarrer à quelques dizaines de milliers d'euros, hein, bon, 40, 50, 60 000. Et moi, je connais des DSI qui, dans des grands groupes, quand on additionne leur package, frisent le million d'euros. D'accord? Après, ce qui varie beaucoup, c'est la répartition. Plus on va monter dans les strates, plus on va avoir une part de salaire variable. D'accord. Donc, on parle d'un salaire, on va parler du fixe. Bon. Ensuite, on va parler éventuellement d'un variable, hein, alors, sur l'atteinte d'objectifs, de résultats, bon, de choses qui doivent être relativement mesurables. Ça peut aller de 10% à 50%, hein, quasiment. Et puis, très souvent, quand on arrive dans des vrais postes de direction, il y a des plans d'action gratuites, hein. Donc là, on entre, alors c'est plus des stock options, hein, c'est plutôt ce qu'on appelle des actions de performance.
Donc, en fonction des résultats de l'entreprise et de la performance du collaborateur, on lui attribue tous les ans un paquet d'actions gratuites. Alors après, je rentre pas dans les détails, qui doit garder un certain temps avant de pouvoir les vendre, etc., etc. Et qui, petite parenthèse, en France, sont quand même très, très fiscalisés. Hein. Donc, ça veut dire que quand on les vend, il faut s'attendre à ce que l'État en prenne la moitié, de toute façon. En même temps, on ne les a pas payés. Hein. Donc, à la sortie, ça fait quand même de l'argent. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Aussi, en tout cas, il faut questionner. Il peut y avoir des avantages en nature aussi, hein, une voiture de fonction, voilà, des choses comme ça, des frais de déplacement, des indemnités. Alors, c'est tout un package aujourd'hui qui est devenu assez complexe, la rémunération. Système de santé aussi, par exemple, les mutuelles, ce genre de choses. Hein. Il faut vraiment prendre un package complet. Les entreprises raisonnent beaucoup plus comme ça. Hein. Le collaborateur moyen a tendance à réfléchir sur un fixe brut annuel. En fait, il y a beaucoup de choses dans un paquet de rémunération, et plus on entre dans des grosses boîtes et plus on prend des postes à responsabilité, plus cette partie autre que le fixe annuel évolue. D'accord ? C'est intéressant ce que tu dis, puisque plus on se rapproche plus le DSI a le D, donc est dans la direction, plus le variable est important. Et comme les commerciaux, en résumé, donc ça fait vraiment la partie business provider. Donc pour ceux qui sont dans le commerce comme moi, avant, j'étais sur quasiment du 60-40. Et c'est vrai que plus tu montes, après, tu es sur du 50-50 facilement. Et donc, c'est la même chose pour les DSI, c'est-à-dire que la personne qui va se positionner plus sur la transformation, etc., le business, forcément, il a une part de variable qui est plus importante. C'est vraiment un élément qui est intéressant parce que il y a une dimension risk taker aussi, tu vois, de la part du DSI. On voit souvent que le DSI, très souvent, dans les traits de personnalité, je grossis, je caricature, il y a beaucoup de risques averses. Et à un moment donné, effectivement, si tu veux aller dans les postes de direction, tu veux avoir plus de visibilité, aller dans la transformation, ça comporte une part de risque qui est présente aussi, même dans ton salaire. Absolument. Alors, ta deuxième question, quand même, je vais vite répondre, hein, mais est-ce que quand on est expert, on peut gagner plus ou moins qu'un dirigeant, par exemple? La réponse est oui, on peut. Alors, là aussi, il faut bien se connaître. Il y a maintenant des stratégies salariales qu'on voit très, très clairement, hein, des gens qui décident qu'ils vont se spécialiser sur une certaine expertise. Alors, je te dis n'importe quoi. Par exemple, vous devenez un expert du DevOps. Voilà, et vous savez comment mettre en place du DevOps hein, dans des grosses boîtes, par exemple, sur des chaînes de production, il y a du mainframe. Voilà. Et bien sûr, vous ne cherchez pas à être recruté, hein, justement, vous restez sur des missions qui peuvent durer 6, 12, 18 mois. Et là, vous êtes très, très bankable en termes d'argent, hein, très, très bankable. Et quand l'émission est terminée, vous passez à la suivante et vous cherchez surtout pas à rester. Alors évidemment, il faut voir le moment où le DevOps, par exemple, va devenir une commodité, c'est-à-dire que tout le monde saura le faire, ou presque. Et ça ne vaudra plus grand-chose, il faudra changer d'expertise et de spécialité. On peut très bien aujourd'hui faire une belle carrière très rémunératrice en étant justement un spécialiste de quelque chose. C'était la question. On va essayer d'être très rapide et de finir, Michel, en quelques, parce que on avait prévu jusqu'à midi. Sophie qui nous dit, pour être bankable, faut-il se spécialiser dans un secteur en particulier? Moi, j'avais la même question. Moi, toi, tu l'as dit par rapport à une activité, donc spécialiste du DevOps. Est-ce que le DSI spécialiste du retail est plus bankable parce qu'il a 10-15 ans d'expérience dans l'industrie? Est-ce que le multi-industrie, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, en résumé? Alors non, on ne se tire pas une balle dans le pied, mais on rejoint toujours cette question un peu de transformation et de digital. Le DSI qui veut vraiment arriver à la table de décision, à la direction générale, est en charge d'une transfo, etc. Forcément, il va falloir qu'il ait une très très bonne connaissance des métiers de l'entreprise. Donc, si vous voulez être Chief Digital Officer et particulièrement en charge de la transformation digitale de l'entreprise, oui, il faut avoir une spécialisation métier très forte et une très bonne connaissance des métiers de l'entreprise, que ce soit la banque, le retail ou autre chose. Sinon, vous êtes un très bon DSI, mais vous êtes le DSI du S ou du I, rarement du D. Voilà. Parfait. Et ça rejoint un peu la question de Malek, qui sera l'avant-dernière question, qui est le parcours idéal pour devenir le D, en charge de la transformation d'une DSI. C'est ce que tu as dit, c'est aller s'intéresser au métier. Et Malek, je vais t'envoyer le replay même de Olivier Cohn, l'ancien directeur général de Best Western, qui était l'ancien DSI, qui en parle parfaitement, mais c'est ce que tu disais aussi, Michel, à savoir aller vers l'expertise métier pour pouvoir y aller. Écoutez, je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup tous, à tous les participants. Yann, le meilleur moyen de vous contacter, bah, c'est à travers nous, puisque Michel, il fait partie du board de Hub Advisor. Donc, si vous avez des questions potentielles, vous voulez aller plus loin, creuser, Michel, il fait partie en plus de nos intervenants. Et ça me permet de te poser la dernière question, Michel. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu peux nous dire de Hub Advisor? Pourquoi, quand je t'ai contacté, tu as accepté de rejoindre notre board? Bon, déjà parce que je t'aime bien, hein, et que t'es un garçon brillant et que tes associés que j'ai rencontrés le sont aussi, donc je crois que votre entreprise va réussir et que c'est toujours mieux d'être associé à une entreprise qui réussit que le contraire. Voilà, fermez la parenthèse. Deuxième parenthèse, je crois beaucoup à votre business model. Je crois beaucoup à ça et vous êtes bien en ligne avec ce que je fais moi chez XPM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de conseils. Elles ont besoin de gens qui font pas de politique, qui justement sont pas dans l'écosystème des fournisseurs. Ils ne sont pas biaisés en tout cas par cette vue-là. Et du conseil de gens qui ont fait les choses. Pas des consultants qui savent en parler, mais des opérationnels qui ont réalisé des choses et qui savent très vite mettre le doigt sur les points importants et sur les écueils à éviter. Voilà. Donc je crois beaucoup que votre modèle va se développer parce que finalement économiquement c'est aussi intéressant, hein, ça évite de partir sur des contrats longue durée avec des consultants ou de recruter des gens, y compris en management de transition d'ailleurs, et très en amont de s'entourer des bonnes personnes et des bons conseils. Donc je crois vraiment que votre modèle il va se développer vraiment de manière très très importante. Eh bien, merci beaucoup, Michel. C'était hyper clair. On finit dans les temps. Merci à tous. Merci pour la participation. Et puis, nous, on va vous recontacter pour faire connaissance et puis vous inviter à nos prochains webinaires. On en a un mardi sur un sujet beaucoup plus technique. Là, on va vraiment parler du S d'architecture, puisqu'on va parler d'architecture cloud et data. On va parler des data platforms dans les environnements Azure avec un expert mondial du sujet qui s'appelle Nicolas Illich. Donc, vous êtes les bienvenus pour ceux que ça intéresse, qui veulent développer des plateformes data dans le cloud. Ça sera mardi à 16h. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour vous inscrire. À très bientôt à tous. Merci pour tout. Merci beaucoup, Michel. J'espère te voir bientôt. Bonne journée. Salut à tous. Merci, au revoir.